Aviez-vous déjà entendu parler de cet homme souriant et avenant? On raconte que son corps fut carbonisé dans l'incendie de sa maison, sans que la police puisse formellement identifier son cadavre. En juillet 1976, le village de Traves, en Haute-Saône, va vivre un épilogue judiciaire qui embrasera toute une région. La presse internationale s'empare de l'affaire. L'homme n'est pas un inconnu à cette époque. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Fantômes et légendes d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les derniers jours de la vie de Joachim Peiper, une affaire qui a secoué la France des années 70. Est-ce Peiper que l'on retrouvera dans les décombres de la maison pour faire croire à sa mort et pour échapper à la vindicte populaire? Jugé en 1946 à Dachau, il retrouvera la libération en 1956. Il partira s'installer en France où il y trouvera la mort en 1976. Mai 1945, la capitulation. Le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne est signée. Peiper, qui quelques mois plus tôt avait été promu colonel, reste introuvable. Il sera arrêté en Autriche et transféré au camp d'interrogatoire de la 3e armée américaine, puis présenté au tribunal de Dachau. Joachim Peiper. Les chefs d'accusation portent sur le massacre de plus de 300 prisonniers de guerre américains. Peiper sera condamné à la pendaison, mais l'avocat de la défense démontre que les interrogatoires et l'instruction ont de graves manquements et sont entachés d'irrégularités. La sentence adressée à Peiper a pourtant été adressée à 5 reprises et commuée en 35 années de prison. En 1956, il obtient une libération conditionnelle. Avec la complicité d'anciens nazis, il décroche un poste de chef de vente dans l'usine Porsche. C'est pendant ces années-là qu'il fait construire une maison à Traves, en bord de Saône, dans un endroit boisé à l'écart du village, où il se fait oublier, menant une vie discrète en compagnie de sa femme. Une boîte aux lettres est placée à son nom en bordure de route. Il reçoit régulièrement et discrètement la visite d'anciens compagnons d'armes de la SS. Certains ne trouveront jamais le chemin pour parvenir jusqu'à sa maison, tellement elle est dissimulée par une mini-forêt. Juin 1976, la découverte. La quiétude changera au mois de juin 1976. Un ancien résistant communiste, Paul Cacheux, découvre la présence de Peiper à Traves. Commerçant à Vesoul, il lui a procuré du grillage pour l'enclos des chiens que Peiper possède sur sa propriété. Le parti communiste informé révèle l'affaire et réclame son expulsion de France. Avertis, les antifascistes italiens réclament aussi sa tête. Une campagne de délation s'installe. Indésirable aux yeux de tous, et en particulier aux yeux des démocrates allemands, l'ancien colonel SS, toujours resté nazi à l'âge de 61 ans, aura vécu 4 années de paix en France. Un ancien colonel SS assassiné, brûlé vif dans sa maison à Traves, dans la Haute-Saône, près de Vesoul. Le corps entièrement calciné est difficilement identifiable, mais il semble bien qu'il s'agit de Joachim Peiper. L'ancien colonel SS a été attaqué par un commando la nuit dernière, des coups de feu ont été échangés, puis les agresseurs ont incendié la maison. Une campagne de presse est déclenchée, des tracts sont distribués, la haine se déchaîne et l'ancien colonel SS reçoit des lettres de menaces. Il ne bouge pas et c'est l'expédition punitive. Juillet 1976, la mort. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, aux alentours de 1h du matin, dans le petit village de Traves, la fête nationale se termine. La maison cachée de Peiper est en flammes. Plusieurs coups de feu résonnent, mais les habitants pensent à des pétards. Qui a allumé le feu? Personne dans la vallée de la Saône n'ose imaginer que dans les décombres de la maison, on retrouvera à l'aube un corps méconnaissable. Réduit à moins d'1 mètre, ressemblant à une momie, c'est ce que déclareront les témoins de la scène. La presse nationale se déchaîne et en fait des gros titres. À cette époque, l'opinion publique pense que Peiper ne peut être mort à Traves 10 ans après les faits. Certains affirmeront même qu'il continuera à envoyer du courrier et des cartes postales depuis l'Espagne. Lui qui était intervenu sur tous les fronts de la guerre, qui avait échappé aux explosions de chars américains et à la mitraille russe, que les anglo-américains avaient condamné à la pendaison, lui, Joachim Peiper, toujours méfiant, aurait été piégé aussi facilement? À Traves, village de 340 habitants, personne n'y croyait. L'enquête judiciaire commence, des moyens considérables sont déployés.
On sollicite Interpol en France, aux États-Unis et en Allemagne. La propriété de Piper est survolée en hélicoptère. La police judiciaire établit plus de 150 procès-verbaux. Des hommes grenouilles fouillent la Saône pendant plusieurs jours. 3 grands pontes de l'expertise judiciaire de réputation internationale sont mobilisés. À Traves, il s'agit de donner un nom sur le cadavre retrouvé dans les décombres. Les experts emportent des prélèvements pour comparer le groupe sanguin, mais aucune trace de celui de Piper en Allemagne. Les médecins légistes iront même à comparer l'attitude du cadavre avec certaines photographies de Piper. Crime, suicide ou disparition délibérée? Après de longs mois d'investigation, la justice ne s'oppose pas à ce que le corps retrouvé soit celui de Joachim Piper, concluent les experts et les magistrats chargés de l'enquête qui s'arrêtent là. Une thèse officielle qui prête d'autant plus à la contestation qu'un non-lieu est prononcé après 6 années d'enquête judiciaire. Comme si le doute sur la victime fut nourri par l'incertitude des agresseurs. Beaucoup pensaient à cette époque que les pressions pour que l'affaire Piper disparaisse des radars de la justice. Quelqu'un a voulu faire justice au nom de la France. La date du 14 juillet n'est sûrement pas anodine. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode de Fantômes et légendes d'histoire, et même à vous abonner et à me suivre pour pouvoir voir mes prochaines vidéos.